Bonjour Meggy. Bonjour Vladimir. Un moment difficile pour les hommes en ce moment. Oui, on peut dire ça, et en même temps, c'est pas évident du côté des femmes non plus, depuis très longtemps aussi. Parce que voilà, avec MeToo, toutes les affaires Mm, qu'il y a sur les réseaux sociaux, et puis ouais. même au niveau judiciaire, l'approche de l'homme vers une femme, quand il y a un désir ou une Mm, pulsion, ouais. peut devenir extrêmement agressif et dangereux et mal vécu. Oui, mais alors si on se réfère à cette notion de pulsion, il y a des époques où c'était la femme qui était vue comme un être pulsionnel en fait, et où c'était l'homme qui avait la capacité de raison et qui était représenté d'ailleurs avec par exemple un petit pénis parce qu'il avait la capacité lui de sublimer ses pulsions et de les contrôler, alors que la femme était plutôt hystérique, il fallait contrôler, elle était justement soumise à ses pulsions. Donc c'est quand même un peu culturel tout ça, et c'est un peu une vision qui est façonnée tantôt par la religion, tantôt par la société, tantôt par les médias. Donc il y a beaucoup de choses qui bougent, c'est sûr, beaucoup de choses qui font peur aux hommes, à tort, parce que je pense que les femmes ont toujours ce désir de séduction. Moi, quand je discute avec mes copines, il y a ce désir de rencontre qui est vraiment là, elles sont un peu aussi dans ce truc de ras-le-bol des sites de rencontres, puisque maintenant on a un peu cloisonné la rencontre et la séduction aux endroits faits pour ça. Et c'est vrai qu'effectivement ça manque des fois de magie, parce que la magie de la rencontre dans des lieux qui ne sont pas spécialement pensés pour ça, ça fait partie aussi du sucre de la vie. Mais autrefois, pour un jeune homme ou un homme, Mm. quand une femme nous plaisait, on n'hésitait pas à se manifester. Et maintenant, c'est quelque chose qui est devenu agressif. Il y a ce qu'on a vu aussi, l'échec d'un très beau garçon d'origine américaine ou canadienne, je ne sais plus, qui s'appelle Clavicula. Oui. On en parle beaucoup dans les réseaux sociaux. Et lui, quand il aborde les jeunes filles, eh bien, il ne suffit pas d'être beau. Et il est vraiment beau et bien fait, apparemment, parce qu'on le voit musculaire. Et en fait, il s'est fait rembarrer, comme on Oui, dit. mais parce que c'est pas un homme qui aime les femmes, et les femmes le sentent en fait. Il suffit pas de. Et puis aussi, je pense qu'il y a une perception culturelle où en Amérique, afficher son statut et son apparence de façon un peu ostentatoire, c'est la norme, alors qu'en France, on est de culture latine, c'est comme les Italiens. Il y a un art de la conversation que les Américains n'ont pas forcément. Un art de la subtilité, que ce soit dans la beauté, où on n'aime pas que ce soit justement ostentatoire, où il y a cet effet nouveau riche, où les marques, les logos très apparents, où c'est pas forcément quelque chose qui va être valorisé. En France, et ça, il n'a pas perçu la subtilité française et il s'y est pas adapté. Lui, il a sa recette dans la tête. J'affiche ma beauté, j'affiche mes gros muscles, j'affiche mon statut social, c'est dans la poche. Mais les Français sont plus nuancés que ça. On a besoin d'humour, de subtilité, d'art de la conversation, qu'on s'intéresse aussi à nous. Et on ne peut pas arriver en France avec la recette toute faite et ses gros sabots comme ça. Et je pense que... Bah, Vous pensez qu'au temps de l'Espagne, Don Juan savait aborder les femmes d'une façon beaucoup plus astucieuse? ouais, je pense qu'il y avait un côté où l'humour, où la séduction, où le flirt, prendre le temps de se découvrir, ça fait partie aussi de ce donjuanisme qu'il n'a pas, lui. Il a une recette, il n'aime pas les femmes, il s'y intéresse pas, il a des préjugés abominables sur elles, et puis en dehors de ça, il donne des conseils, même pour le physique, qui sont dangereux. Je sais pas si vous avez suivi, mais il donne le conseil de se mettre des coups de marteau dans la mâchoire pour pouvoir la... Oui, ça c'est complètement ridicule. Oui, d'ailleurs, je voulais vous demander votre avis Oui, en tant que chirurgien. Est-ce qu'il y a totalement. scientifiquement, il y a quelque chose derrière? Non, pas du Mais nous, quand on regarde, en tant qu'homme, quand on voit une femme, qu'est-ce qui va nous attirer? tout. Bien sûr, il y a ce côté gracieux de la démarche, ce passage un peu ondulatoire. C'est comme une onde, c'est vraiment une onde féminine qui passe. Et puis après, on va focaliser, on va regarder quelques détails. Et c'est vrai que les détails habituels, c'est le nez, les yeux, l'équilibre du visage, puis la silhouette. Ouais. Et c'est vrai que nous, le regard de l'homme, il commence en haut et il descend, parce que s'il commence à regarder en bas et que ça remonte, c'est dangereux, ça veut dire qu'il y a un problème. Moi, je suis pas sûre que tous les hommes fonctionnent dans cet ordre. Il y en a qui repèrent d'abord le bas et... Oui, mais je vous dis, là, je pense que les femmes le sentent très bien. Ouais. Je crois qu'on a beaucoup sous-estimé l'intelligence
sensuelle des femmes qui sont capables de percevoir des messages que l'homme n'a même pas envie de dire, mais qu'elles ressentent. Bien sûr. Et ça, je pense que ça doit arriver assez tôt dans la vie d'une jeune fille. On ne lui apprend pas, alors comment elle apprend? Bah ça c'est la question que je me pose. Est-ce que je pense qu'il y a de l'inné un petit peu dans tout et du biologique dans tout. Une part non négligeable qu'on essaye un peu de reléguer à ça n'existe pas maintenant. Mais je me pose aussi la question quand même, il y a une grosse part à la sexualisation précoce des jeunes filles. Enfin, ça, dans les années 80-90, je ne sais pas si vous réécoutez maintenant les discours de Maznev qui parlait de la fille de 13 ans, la jeune fille en fleurs qui n'a pas d'expérience, de cet effet Pygmalion, de Ben Coït, le chef de file des années de la révolution de mai 68, d'origine juive, je ne sais pas si... Oui, je vois qui vous voulez dire, le grand révolutionnaire qui passe souvent à la télé. Exactement, et là on a un peu retrouvé ses interviews où lui il prenait une liberté de l'enfant, voilà, il était pas mal dans cette idéologie de liberté, et puis à un moment donné il dit sur un plateau télé, mais c'est quand même merveilleux, une enfant de 5 ans qui vous déshabille, c'est d'une sensualité, enfin voilà, c'est... Ouais. Et ça, malheureusement, même moi en tant que femme, et quand je discute avec mes copines, c'est pareil. On a toutes le souvenir d'un membre de notre famille, ce fameux oncle pervers ou ce prof qui pose un regard sur nous qui n'est pas adapté à notre âge. Et du coup, ça nous conditionne en fait. Moi, jusqu'à tard, ça avait façonné aussi mes fantasmes même. Voilà. En tout cas, je voudrais rassurer les jeunes filles qui ne se sentent pas belles. Oui. Parce que le regard de l'homme, il n'est pas seulement de choisir ou de se confier ou d'avoir une relation avec une femme uniquement par sa beauté, parce qu'il y a une certaine grâce. C'est vrai qu'il y a des points qui sont quand même assez négatifs. Par exemple, les complexes du nez chez les jeunes filles, c'est quelque chose qui est très, très prégnant. Vous avez la chance d'avoir un visage magnifique, donc Merci. je pense que quelque part, vous n'avez jamais éprouvé ce doute. Bah si, parce que j'ai eu ce complexe du nez beaucoup moins. Ouais. Ah bon? Ouais. Parce que j'ai un visage fin, et du coup j'ai l'impression qu'il prenait trop de place sur mon visage, à l'adolescence notamment, mais parce que tout ne grandit pas en même temps, donc voilà. En tout cas, d'une part, l'absence de, pas la laideur, mais l'absence de beauté, ça peut se travailler, si j'ose dire. Ça peut se travailler, et puis... Pour une jeune fille. Et c'est pareil pour un garçon. C'est-à-dire qu'au départ, un garçon, pour plaire, vous parliez de cette époque des années 70, il fallait avoir les cheveux longs, c'était pas la peine d'être viril, il valait mieux être intellectuel, il fallait savoir parler, et surtout savoir faire rire. Voilà, c'était les points principaux. Ça a quand même maintenant, j'ai l'impression, beaucoup changé, parce que même dans le regard de la jeune fille ou de la jeune femme, quand elle voit un jeune homme, il y a au départ une espèce de projection sur elle-même en disant s'il est beau et que je lui plais, c'est que je suis belle. C'est un petit peu ça que je me dis, non? Oui, il y a quelque chose de cet ordre-là, bien sûr. Mais garçon comme fille, je pense qu'on cherche tous cette validation du regard de l'autre. Et il y a aussi tout ce truc, moi, qui me questionne beaucoup en ce moment, de se dire, de toute façon, on me sexualise, donc autant capitaliser sur ce système-là, et vendre ses charmes. Voilà, moi je fais de la photo, donc je le fais dans une certaine mesure, mais je pense aux plateformes, voilà, Mime, OnlyFans, je ne sais pas si vous connaissez tout ça. Bah, c'est des plateformes plus érotiques pour le coup, pas des photos comme moi je fais, mais plus vraiment où il y a un abonnement mensuel et les femmes vendent leurs photos nues ou érotiques, etc. Et je m'intéresse pas mal au sujet parce que pour moi il y a quand même aussi une dangerosité à ça. Parce que c'est quand même une marchandisation du corps et je suis pas sûre que psychiquement ce soit neutre de se dire déjà je pose mon estime de moi et ma valeur sur est-ce qu'on achète ou pas mon image, à qui je donne accès mon corps, enfin, et c'est vrai qu'il y a énormément de jeunes filles qui sont sur ces plateformes. Oui, ça me rappelle des patientes que je voyais dans les années 80-90, parce que j'ai eu l'occasion d'avoir des jeunes filles que je trouvais jolies avec des formes tout à fait normales, et par exemple, ils disaient je voudrais des seins plus gros. Alors nous, à l'époque, on leur proposait
à l'européenne, une augmentation mammaire mais relativement modérée, mais c'était jamais suffisant. Et là on se posait après seulement la question, mais pourquoi elle me demande? Et quand on lui posait la question à cette jeune femme, je dis parce que je veux en vivre. C'est-à-dire que pour elle, c'était une façon de capitaliser sur son apparence et notamment sur les excès des seins ou sur la forme du corps. C'était l'essor de la bimbo, les années 80. Voilà, exactement. Et là, par chance, j'ai l'impression que ça a quand même beaucoup diminué cette demande, je dirais, d'être plus que normale. Oui, bah après ça a diminué, mais ça a aussi ses mauvais côtés dans le sens où maintenant c'est l'essor de l'extrême minceur qui revient aussi sur les podiums, qui revient dans les tendances, un peu l'idéalisation des années 2000. Maintenant c'est fou à dire, mais les années 2000 c'est vintage, donc moi je sais que j'idéalise beaucoup les années 70, mon style s'en inspire, etc. Et les jeunes de la génération en dessous de moi, c'est plus les années 2000. Et donc il y a cet essor de la minceur et des mouvements qui vont avec, et donc avec cette minceur, des formes très menues. Donc les petits seins font leur grand retour, mais à quel prix aussi, voilà. Avec une autre évolution aussi qui est très caractéristique de notre époque, c'est le phénomène transgenre. Oui, C'est-à-dire que maintenant, voilà, on voit des jeunes femmes qui n'ont pas envie d'avoir de relations sexuelles avec un homme, et même pas du tout. Et donc elles considèrent leur corps comme un don de Dieu, et qu'il n'y a aucune raison de le modifier, car que ce soit une autre femme, un homme éventuellement, mais même s'il n'est pas consommateur au niveau de la sensualité, ça peut aller s'il y a une relation qui s'établit. C'est ça qui est étrange, c'est pour moi en tout cas, c'est la possibilité d'une relation avec quelqu'un d'autre qui est purement platonique, mais avec quand même une très grande force d'échange et de communication. Et ça, vous le voyez, vous, en cabinet Oui, parce qu'il m'arrive de voir des patientes qui ont la cinquantaine, par exemple, qui viennent pour une intervention de chirurgie esthétique de rajeunissement, ou surtout pour un problème qui est très fréquent, qui complexe beaucoup les femmes de cette tranche d'âge, qui est d'avoir les seins qui tombent. D'accord. Je pense que quand une femme a la nécessité, quand elle met un soutien-gorge, d'avoir à relever sa poitrine, c'est symboliquement, c'est qu'elle a pris un coup de vieux. Et donc elle vient et elle nous demande de faire une intervention, un lifting des seins, c'est-à-dire de sans modifier la taille pour autant. Sans modifier la taille, mais simplement ce qui ne leur plaît pas, c'est d'avoir le sein tombant. D'accord. Et quand on l'interroge, cette femme, on lui dit, mais votre ami, votre mari, votre compagnon, qu'est-ce qu'il en pense? Elle lui dit, mais je n'en ai pas, c'est pour moi. C'est vraiment pour moi. Et ça, c'est quelque chose qui nous a étonnés, parce qu'en général, il y avait une vie de couple qui était très assumée chez les patientes, et les patientes qui étaient isolées, elles avaient du mal avec la chirurgie esthétique. D'abord parce que c'est une intervention, quand on est seul, affronter le bistouri, la salle d'opération, la convalescence, et qu'il n'y a personne pour vous soutenir, c'est dur. Alors quand on est marié, ou on a un compagnon, c'est quelque chose qui peut aider. Mais, eh bien maintenant, les femmes seules, qui se voient un peu vieillissantes, ou qui voient une marque du temps qui leur déplaît, ont cette pulsion qui est un peu égoïste, mais que je comprends, de se dire, je voudrais quand même, ne serait-ce que dans mon miroir, de façon narcissique, me plaire. Alors je pense que c'est pas 100% narcissique, il y a toujours... peut-être qu'elle ne veut pas plaire à son mari maintenant, mais peut-être qu'elle veut plaire à ses futures rencontres, ou qu'elle veut plaire dans son milieu professionnel, à l'image qu'elle renvoie aux autres. Donc il y a toujours un petit côté regard des autres, même si c'est plus celui du mari qui joue. Et puis heureusement, oui, il y a le regard que la femme pose sur elle qui compte plus que tout. Et puis c'est ça qui est bien dans notre époque aussi, c'est que d'un côté il y a des normes inatteignables avec les réseaux sociaux, mais d'un côté les réseaux et tout ça nous montrent qu'il y a plein de sortes de beauté qui sont très contextuelles. Il y a justement la beauté éditoriale où on cherche toujours un certain type de femme, il y a la beauté commerciale, il y a la beauté des influenceuses qui sont un peu clichés parfois, et puis il y a aussi ces femmes qui s'assument, qui assument aussi bien leur chirurgie que leur envie de n'adhérer à aucune norme, ni épilation, ni maquillage, ni vêtements inconfortables mais qui gainent la silhouette. Enfin, il y a cette possibilité maintenant pour les femmes de choisir un chemin. Et ce que je trouve intéressant aussi, c'est que même les hommes se retrouvent là-dedans. Parce qu'on pourrait penser, les hommes, il n'y a plus de normes pour les femmes, peut-être qu'ils vont plus être séduits par ça, mais au contraire, justement, en parlant des plateformes,
J'ai regardé une interview ce matin d'une des filles les plus suivies sur ces plateformes privées, donc où elle fait des vidéos d'elle, j'imagine, dénudée ou des choses comme ça. Et c'est une fille tatouée de partout, qui s'épile pas et qui a les cheveux bleus, et c'est une des plus suivies. Donc ça peut paraître étonnant, mais elle paraît très normale, très girl next door, très la voisine qu'on pourrait rencontrer à Paris comme ça, qui paye pas de mine, entre guillemets. Et ça dit quelque chose aussi de l'envie des gens de voir des corps et des femmes normales en fait. Je pense qu'il y a une saturation des images parfaites, de l'intelligence artificielle, et les gens cherchent ce type de beauté, de contenu, où on a un retour au vrai ou à l'authentique en fait.